Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, on a la chance de rencontrer le premier ministre du Québec, François Legault. Et en deuxième partie, on parle du mois des arbres. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Je vous remercie beaucoup de nous accompagner encore une fois. En effet, en première partie de notre émission, nous avons la chance, sinon l'honneur, de recevoir le premier ministre du Québec, mais aussi député de l'Assomption, M. François Legault. M. Legault, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Fontaine. C'est un plaisir. Je disais, député de l'Assomption, c'est la base. C'est la base d'un parlementaire, ça. Oui, absolument. Puis, j'ai été député de Rousseau. Là, député, il y a eu des réaménagements. Député de l'Assomption. J'étais, ce matin, à lancer un projet en culture à l'Assomption. C'est important d'être branché, de rencontrer ses maires et puis d'être proche des préoccupations quotidiennes. Et là, M. Legault, vous êtes premier ministre depuis 2018, réélu en 2022 avec 90 députés, ce qui ne s'était pas vu depuis 1989. Est-ce que et vous avez subi, comme nous tous, la COVID, est-ce qu'un tel résultat, 90 députés, après des moments difficiles, est-ce que le gouvernement a eu tendance à s'asseoir sur ses lauriers, voir que tout allait bien pour le futur? Est-ce que c'était trop de pouvoir pour un jeune parti tout de même, là? Non, au contraire. Évidemment, pendant la pandémie, on a continué à avancer, mais il y a des secteurs qui étaient fermés ou au ralenti. Donc, on a comme du temps à rattraper. Puis moi, je suis venu en politique pour faire des grands changements. Donc, on poursuit les grands changements qu'on avait commencés dans le premier mandat. Puis la patience, c'est pas ma principale qualité. Donc, je trouve toujours que ça va pas assez vite. Puis on a encore beaucoup de travail. Mais on a des changements de fait, puis on a d'autres qui s'en viennent. 2023, sans revenir dans les détails, peut-on dire que ça a été un coup de semonce, un rappel d'être connecté avec votre population? Bien, il y a eu un débat, entre autres, à propos d'un troisième lien entre Québec et Lévis. Et, évidemment, beaucoup de focus. On a changé de position parce que c'était pas noir ou blanc. Là, est-ce qu'il y a de la capacité ou non? Donc, c'était une année qui était difficile. Par contre, moi, je suis venu beaucoup en politique pour l'économie. Puis que ce soit en 2023 ou que ce soit maintenant en 2024, on a continué à avoir une meilleure croissance économique que le reste du Canada. Pour moi, là, c'était mon objectif numéro un. Puis depuis 5 ans, non seulement la croissance économique est mieux, mais on a réussi à augmenter les salaires, le salaire moyen au Québec, plus que dans le reste du Canada. Donc, je suis fier de ça. Un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est depuis quelques années, le gouvernement fédéral s'intéresse beaucoup aux compétences provinciales. Comment on réagit? Ça ne fait pas plaisir. Non, on ne souhaite pas, là. Puis il y a une question d'abord d'efficacité. Bon, c'est important de se dire qu'à chaque projet qui était annoncé par le gouvernement fédéral, on a toujours fini par une entente sans condition. Si on prend, par exemple, les garderies, ils voulaient se lancer dans les garderies. Bon, finalement, on a signé une entente de 6 milliards où ils ont dit « Faites ce que vous voulez avec l'argent. Vous pouvez même le mettre ailleurs que dans les services de garde. » Puis c'était comme ça aussi pendant la pandémie en santé. Encore dernièrement, transfert en santé, 1 milliard. C'est sans condition. Donc, on finit toujours par s'entendre. Mais évidemment, c'est des pertes de temps. Là, on aimerait mieux que chacun s'occupe de ses compétences. Et puis, il y a une compétence, entre autres, que le fédéral, dont le fédéral devrait s'occuper, c'est l'immigration. Parce que là, on a vu, dans les dernières années, une explosion du nombre d'immigrants temporaires. On est rendu à 560 000. Puis là, on dit au gouvernement fédéral, ça, de deux choses, là. Ou vous occupez de les réduire,
où vous nous les donnez, ces compétences-là, mais actuellement, on n'est plus capable de supporter 560 000 immigrants temporaires. Est-ce que, bien, je crois qu'à tout le moins, le gouvernement, sur cette question-là, le gouvernement fédéral, admet qu'on fait, et même aussi au niveau des réfugiés, on fait plus que notre part. Oh, on fait plus que notre part. Si on prend ce qu'on appelle les demandeurs d'asile, on est rendu à 180 000. Le Québec accueille 50 des demandeurs d'asile, alors qu'on représente 22 de la population au Canada. Donc, on fait plus que notre part. Ça met de la pression? Ça met une pression incroyable. D'abord, sur le logement. Ouais. On a à loger ces 560 000 personnes-là. Donc, on n'arrive pas. Là, il rentre actuellement à peu près 10 000 immigrants temporaires de plus à chaque mois. Puis on n'est pas capable de construire à chaque mois des logements pour 10 000 personnes de plus. Donc, ça crée vraiment problème en logement, problème trouver des places en éducation parce qu'ils ont des enfants, puis on veut bien traiter ces enfants-là. Donc, ça vient ralentir notre développement des maternelles 4 ans parce que les enseignants qu'on voulait mettre sur les maternelles 4 ans ont été obligés de les mettre dans les écoles primaires pour les immigrants temporaires. Donc, ça crée, puis surtout, ça met une pression sur l'avenir du français. Et c'est pour ça, là, il faut que ça bouge parce qu'il y a au moins le tiers de ces personnes-là qui arrivent à Montréal, qui ne parlent pas français. Donc, on voit un déclin du français à Montréal. Donc, c'est vraiment urgent que M. Trudeau, le gouvernement fédéral ou celui qui sera là éventuellement, réduise le nombre d'immigrants temporaires. Il y a eu un plan, je crois, votre gouvernement a déposé un plan quant à la place du français, un plan stratégique sur le français avec un investissement. Je le sais qu'il y a un peu de poids qui est sur la francisation des employés étrangers temporaires. Est-ce qu'on fixe le bon objectif, puisqu'ils sont ici 3-4 mois? Notre regard devrait être sur les gens qui vont demeurer ici? Oui. Bon, malheureusement, le gouvernement fédéral, pour étudier un dossier de demandeur d'asile, ça lui prend au moins 18 mois. Ça veut dire que ces personnes-là sont ici 18 mois. Quand ils ont des enfants, bien, ils ont besoin de services de garde, ils ont besoin de place à l'école. Donc, c'est une avenue qu'on doit poursuivre. On a beaucoup augmenté les cours de français. On travaille aussi à réduire, en tout cas, geler le nombre de places dans les collèges anglophones parce qu'on ne veut pas qu'il y ait non plus de transfert du côté anglophone. On a étendu la loi 101 de Camille Lorrain aux petites entreprises de 25 à 50 employés pour qu'on travaille en français aussi dans les petites entreprises. Donc, c'est beaucoup de choses. Mais honnêtement, le grand défi quand on parle d'avenir du français, c'est quand va-t-on être capable de réduire ce 560 000 immigrants temporaires? Autant en éducation qu'en santé. Et en fait, dans tous les domaines, vous avez fait, en 2020, vous avez fait face à la COVID. Maintenant, tous les gouvernements vont faire face à la pénurie de main-d'œuvre qu'on n'inventera pas. Comment on tente de travailler avec cette pénurie-là, parce qu'on ne trouvera pas des solutions? Oui. Bien, la première chose qu'on a fait, puis c'est quand même exceptionnel, depuis 5 ans, on a augmenté le budget de l'éducation de 50 %, pas de 5 %, de 50 %, puis une bonne partie est allée pour augmenter les salaires des enseignants. Donc, il faut que la profession d'enseignant, ça soit plus valorisé. On a mis des incitatifs aussi pour les étudiants qui sont des facultés d'éducation. Puis on a vu une augmentation des inscriptions. Mais évidemment, former un enseignant, ça prend 4 ans. Tout de même. Donc, les mesures qu'on met en place s'ajoutent. Du côté de la santé, bien, on a fait du travail, entre autres. On a formé plus rapidement des préposés aux bénéficiaires. On a mis des incitatifs pour les infirmières, entre autres, qui travaillent la nuit, la fin de semaine, donc les quarts de travail qui sont plus difficiles à combler. Mais malheureusement, on est encore en négociation avec le syndicat des infirmières, la FIC. On leur demande, en échange de cet argent-là, la flexibilité sur une base volontaire. Donc, on dit, disons, une infirmière qui travaille à Pierre-le-Gardeur dans un département X, est-ce que sur une base volontaire pourrait être transférée dans le département Y?
parce qu'il nous en manque plus cette journée-là dans le département Y. Là, bien, il y a une grosse résistance du côté des syndicats, mais on ne reculera pas, là, parce que tous les gouvernements, que ce soit le PQ ou le Parti libéral, ont toujours reculé dans les négociations et avec les syndicats d'infirmières et avec les syndicats de médecins, parce que les médecins aussi, surtout les médecins de famille, doivent prendre en charge plus de patients. Ils ne veulent pas se commettre. Donc, c'est des négociations qui sont dures, et avec les infirmières et avec les médecins, mais c'est absolument nécessaire. On n'arrivera jamais à améliorer notre système de santé si on n'a pas des nouvelles ententes avec les infirmières et avec les médecins. Et vous avez besoin de cette flexibilité-là. Il y a de gros chantiers en 2024, 2025. On pense à Santé Québec. Il y a une autre étape qui a été franchie la semaine dernière en nommant Mme Biron et M. Aberguel. Il va y avoir Transport Québec ou l'Agence de transport. Est-ce que les négociations avec les infirmières peuvent ralentir la mise en place de Santé Québec, par exemple? Bien, c'est certain, parce que, je le disais, on ne peut pas penser qu'on va rendre notre système de santé efficace si on n'a pas plus de flexibilité dans les conventions collectives. Bon, on pensait qu'on avait une entente de principe avec la FIC. Malheureusement, les membres de la FIC ont voté contre. Donc, on a recommencé les négociations. Mais effectivement, tant qu'on n'aura pas cette flexibilité-là, même si on a Santé Québec, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Un autre sujet, j'aimerais aborder avec vous, l'intimidation, la violence dont les élus vous faites victime depuis plusieurs années. Oui, les réseaux sociaux ont changé. Dans une ancienne vie, je devais regarder certains débats. Je vais poser ma question directement. C'est souvent pas édifiant. On a eu même un exemple à la Chambre des communes. Est-ce que les parlementaires ont un rôle à jouer pour améliorer, pour assainir les relations et les débats? Bien, il faut dire que c'est un problème qui est pas mal mondial. Oui, c'est mondial. On regarde aux États-Unis avec M. Trump, là, c'est pas mieux. Il y a 2 semaines, j'étais avec le premier ministre français, Gabriel Attal. J'ai eu la chance de parler de ce sujet-là. Puis il me disait, bien, c'est un problème de société. Lui, il me parlait de la France, puis il me disait, c'est rendu qu'il y a un manque de respect de base. Et les gens se permettent de chialer à peu près sur tout. Puis c'est certain que l'arrivée des médias sociaux, ça rend ce chialage-là plus facile. Parce qu'on est comme caché, on n'est pas obligé de s'identifier. Puis là, on est très dur, entre autres, à l'égard des politiciens. C'est vrai. Aussi au niveau municipal. On a vu des mairesses qui ont dit, moi, j'en peux plus de me faire critiquer comme ça, je vais aller faire d'autres choses. Donc, il faut y travailler. Là, André Laforêt a déposé un projet de loi où on va mettre des pénalités. Il faudrait qu'il y ait une conséquence pour les personnes qui posent des gestes comme ça. Mais vraiment, on a un défi là, de plus grande harmonie. Et entre parlementaires? Je sais qu'il y a un jeu de discussion, mais ce qu'on a vu à la Chambre des communes, vous-même, vous pouvez dire, c'est pas très édifiant quand on s'insulte comme ça. Oui, bien écoutez, quand on est dans l'opposition, j'ai été dans l'opposition autant avec la CAQ que le Parti québécois, c'est quoi le rôle de l'opposition? C'est d'essayer de convaincre la population qu'il ferait un meilleur travail que ceux qui sont au gouvernement. Donc, évidemment, ils vont essayer de dire, bien, ce que vous venez de décider, c'est pas bon. Moi, j'aurais une bonne idée. Fait que, veut pas, là, il ne faut pas non plus être théorique. Il y a une partie qui sera toujours dure entre les oppositions et le gouvernement. Donc, comme on dit en bon québécois, ça prend la couenne dure. On se fait beaucoup critiquer, puis bon... C'est lourd? Si on devrait pas... Ben oui, parce que on lit... en tout cas, je ne devrais pas le faire, mais si je lis sur Facebook, sur X, sur Instagram, il y a des commentaires qui sont décourageants. Mais il faut, à un moment donné, se dire, bon, je travaille sur un certain nombre de priorités. Est-ce que les résultats sont bons en économie? Sont bons en économie. Est-ce qu'on travaille sur les bonnes priorités en santé? C'est pas facile de négocier. Il y a des syndicats qui sont pas contents, mais on travaille sur les bonnes affaires. Bon, l'immigration, l'environnement, tu es en train de bâtir l'économie verte. Bien, c'est ça, on fait le tour. Là. Éducation, on a ajouté 50 on a augmenté le budget de 50 Donc,
sais, ce qui me guide, moi, c'est de dire, est-ce qu'on travaille sur les bonnes choses? Est-ce que les changements qu'on est en train de faire sont les bons changements, plutôt que de lire les commentaires sur les médias sociaux? Vous êtes un lecteur passionné, Oui. Vous aimez la lecture, la culture française. Pourquoi vous vous intéressez aux réseaux sociaux? Bien, c'est une façon de rejoindre une partie de la population, dont beaucoup les jeunes. Nous, à notre époque, on ne manquait pas les nouvelles à 10 heures. Bien, on n'avait rien d'autre. Peut-être qu'il n'y avait rien d'autre, effectivement. On n'avait pas là, de tablette. Les jeunes, il y en a qui ne vont pas écouter les nouvelles. Donc, si on veut les informer, il faut passer par les réseaux sociaux. Il y en a qui utilisent ça pour partir des guerres, mais je pense que quand même, on réussit à rejoindre certaines personnes puis de les informer, puis il n'y aurait pas de moyen de le faire, même avec la télévision. Oui, parce que les habitudes ont beaucoup changé. Oui. J'aimerais un peu parler de vous, Monsieur Legault. Je l'ai dit, vous êtes un homme d'affaires à succès, on le sait tous. Un homme politique influent. Vous êtes premier ministre dans votre deuxième mandat. Vous en voulez un troisième. Il y a eu la pandémie, il y a eu tout ça, les critiques. De vous à moi, M. Legault, est-ce qu'à un certain moment, on s'est dit « OK, là, ça suffit, je ne suis plus capable d'en prendre. » Est-ce qu'on a ces moments-là, de temps en temps? Bien, d'abord, j'étais avec Isabelle, mon épouse, depuis 34 ans. Une chance que je l'ai. Parce qu'il y a toujours des moments où on se dit, là, ça va faire, là. Mais ce qui me motive, c'est toujours les résultats. C'est de se dire, bien, moi, je veux que le Québec soit plus riche que le reste du Canada. Je veux qu'on reste des leaders en environnement. Je veux qu'on investisse massivement en éducation. Je veux qu'on sauve la langue française. Donc, je vais me battre avec qui sera là au gouvernement fédéral pour réduire le nombre d'immigrants temporaires. Donc, faut s'en tenir à ça. C'est comme ça que je me motive. Et évidemment, il faut se motiver. Je le répète, homme d'affaires, qu'est-ce qui reste à accomplir à François Legault? Je sais, vous avez parlé de résultats, vous voulez plusieurs choses, mais vous, fort intérieur, qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace après votre passage? Et je ne veux pas que vous partiez tout de suite, là, mais... Non. Mais il y a toujours eu, pour moi, deux pôles qui sont importants. L'économie puis l'identité. Et c'était vrai quand j'étais au Parti québécois, c'est encore vrai maintenant qu'on a construit la CAQ. Au niveau de l'économie, bien, c'est sûr que je suis un homme d'affaires, donc je regarde les chiffres, je regarde l'écart de richesse que le Québec a avec le reste du Canada. Pendant 15-20 ans, on était à un écart de 20 %. Donc, pendant tout le règne des libéraux puis du PQ, rien n'a changé. On est resté à 20 %. Depuis qu'on est là, depuis 2018, on a réduit ça à 16 %. Ça a l'air de rien. 4 points, c'est 15 milliards par année de plus de revenus. Mais il en reste 16. Il reste un écart négatif de 16 % sur le PIB par habitant avec le reste du Canada. Donc, il me reste du travail, au moins pour un troisième mandat. Ça, c'est l'économie. L'autre côté qui est important pour moi, c'est l'avenir du français. Je ne peux pas accepter qu'actuellement, là, à tous les 5 ans, on voit qu'il y a une baisse de la proportion, surtout sur l'île de Montréal, de citoyens qui parlent français. Puis il y a plusieurs critères. Ça peut être parler français à la maison, parler au travail ou sur la place publique. Mais il reste qu'il y a une baisse. Et ça, je ne me pardonnerais pas d'avoir été premier ministre puis de ne pas avoir inversé ce déclin-là. Parce que je me dis, ça fait 400 ans que nos ancêtres se battent, puis c'était improbable, là, quand vous regardez ça, entouré d'une mer d'anglophones, on n'était pas prévu pour garder le français pendant 400 ans. C'était pas probable. Mais juste ça, c'est un succès. Mais moi, je voudrais que mes 2 garçons, puis s'ils ont des enfants, les prochaines générations continuent à parler français. Puis malheureusement, la tendance n'est pas bonne actuellement. Donc, on va agir. Donc, troisième mandat, c'est économie, identité? Je ne veux pas tout de suite lancer la campagne. Il y aura sûrement ces deux priorités-là. C'est sûr, quand on parle d'économie, aujourd'hui, on parle d'économie verte. Puis moi, je suis fier, là, la filière batterie. Il faut que ça l'ensemble maintenant. Oui. Puis je regarde, là, juste avec les contrats qu'on a signés avec GM, Ford, Northvolt, d'ici 2030,
25 de toutes les autos électriques qui vont être vendues en Amérique du Nord vont avoir du contenu québécois. Alors qu'on le sait, avant, l'automobile, c'était en Ontario que ça se passait. Donc, ça, il faut aussi... Et dans le Michigan? Oui, puis aux États-Unis, c'était Détroit. Puis, bon, Windsor, en Ontario, pour la partie canadienne. Le Québec, bon, il y a eu un petit peu à Boisbriand de GM, jamais de Ford. J'ai rencontré la présidente de Ford qui me disait hey, c'est la première fois qu'on vient au Québec dans l'histoire de Ford. Fait que ça va ensemble maintenant. On a la chance d'avoir Hydro-Québec. Donc, moi, je veux recommencer la construction de barrages, continuer le développement éolien. Puis ça va être un atout pour développer l'économie verte, donc économie et environnement. Je continue à penser que la priorité, ça doit être l'éducation pour tous, donc être sûr que les personnes, les jeunes, aillent au bout de leur potentiel. Donc, bon, puis évidemment, la bonne gestion du réseau de la santé, je pense moi, je pense que d'ici 2026, on va être capable d'en faire un bout, mais il va en rester à faire. On va vous le souhaiter, M. Legault, les sacrifices. Oui. Est-ce qu'ils valent la peine quand on est chef d'État? Oui, bien, moi, je me considère choyé dans la vie. Là. Je viens d'un milieu populaire, là, modeste, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Bon, il y a toujours un peu de chance en affaires, là, mais avec Air Transat, j'ai fait de l'argent. Mais je pense qu'il faut redonner. Et puis, oui, il y a des jours que c'est pas facile, mais en bout de ligne, je me considère choyé d'être le premier ministre des Québécois. Monsieur Legault, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un honneur de vous rencontrer. Merci, M. Fontaine. De retour après quelques secondes. De retour avec vous. Mois de mai, le mois de l'arbre et des forêts. Pour en parler en studio, nous recevons Mme Geneviève Moreau, vous êtes directrice générale de l'Association forestière de la Naudière, et Jessie Payette, vous êtes technicienne en loisirs au même organisme. Exact. Bonsoir, madame, vous allez bien? Bonsoir, oui. Dites-moi, un mois de l'arbre et des forêts, pourquoi? Je vais laisser Jessie? En fait, le mois de l'arbre et des forêts, c'est un mois qui souligne l'importance de cette ressource renouvelable qui a toujours été essentielle au développement économique et social. Il s'agit d'un moment opportun pour célébrer son attachement à cette richesse collective et abondante sur notre territoire. Et c'est un mois que, au Québec, au Canada, international, ce mois-là, c'est où il est célébré? Il est célébré au Québec depuis... Donc, c'est une initiative québécoise? Oui, depuis 1882. Et j'imagine qu'à l'association... On profite de ce mois-là pour inciter les gens, sensibiliser les gens, les amener à participer. Bien évidemment. Parlez-moi d'un peu de l'organisme. Association forestière de la Naudière. Parlez-moi de cet organisme-là. Bien, c'est un organisme à but non lucratif qui est régional. Donc, il y a 12 associations forestières au Québec et on est tous mandataires du mois de l'arbre et des forêts de la part du MRNF. Mais spécifiquement, ce qu'on fait, nous, c'est qu'ici, dans la Naudière, depuis 30 ans, on est, si on veut, les distributeurs de la connaissance forestière pour rendre disponible à tout le monde l'information. On fait des visites, on a des activités. Principalement dans les classes, dans les écoles, mais on fait également des visites guidées sur le terrain et on participe également à plusieurs tables de concertation à l'échelle provinciale et régionale. Et si on fait tout ça, c'est qu'il y a une grande importance à avoir, des arbres et des forêts en santé. Ça va plus loin que nos propres yeux, là, les bienfaits de l'arbre et des forêts. Totalement. L'arbre, en fait, seul ou dans la forêt, c'est une part de nous autres. C'est ce qui nous aide, je pourrais dire, à vivre. On en tire beaucoup de bénéfices. Parce que je lisais la liste des bénéfices. Oui, c'est assez impressionnant, là, au niveau médical. Plus-value d'une propriété. Ben oui. Il y a eu une étude qui a été faite par le CERFO,
Centre d'enseignement et de recherche forestière à Québec, comme quoi les arbres matures offraient jusqu'à 15 de plus-value aux propriétaires terriens qui veulent vendre. Des arbres matures sur leur terrain. Oui. Donc, en plus que ce soit beau, ça augmente l'évaluation d'un terrain. Exactement. Et je voyais plein d'autres choses. Évidemment, on savait, là, ça protège de la chaleur. C'est toujours un peu plus frais en forêt. Mais... Oui, ou même à l'ombre dans votre cour. Oui, j'avoue. Et ça régularise les écarts de température. Oui. Il y a tout le concept de la photosynthèse qui va... que l'arbre va prendre, boire aussi, puis transpirer, puis il va pouvoir aider à réguler la température par cette manœuvre-là. Mais je ne veux pas entrer trop dans les détails, c'est un peu plus laborieux. C'est très technique. Oui. Dites-moi, dans Lanaudière, il y a eu plein de feux de forêt l'année dernière. En effet. Quelle est la situation à Lanaudière? Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, mais je peux vous dire que aujourd'hui, on conjugue avec les aménagements du passé pour que le futur soit conséquent avec les changements climatiques. Donc, tous les acteurs forestiers, présentement, là, sont déjà là, à table et aussi en action pour que nos forêts soient mieux... En santé? Bien, oui, mais c'est pas parce que la forêt prend feu là, qu'elle n'est pas en santé. Là. C'est une idée reçue. Mais que les feux de forêt puissent être mieux contenus, que l'aménagement forestier soit... bien, il est déjà durable, là, c'est déjà l'optique, mais qu'il soit encore plus durable et puis qu'il nous serve d'autant mieux. Donc, pendant ce mois-là, beaucoup de sensibilisation, comment les gens peuvent s'informer de vos activités, d'aller... En fait, ils peuvent aller sur notre site Web, mais également nous contacter par téléphone. Donc, il y a plusieurs façons de nous suivre sur les réseaux sociaux, s'abonner à notre infolette. Puis, dans la Lanaudière, concrètement, c'est plus de 82 demandeurs pour le mois de l'arbre et des forêts, qui sont des municipalités, des écoles, des OSBL, des députés, des sociétés d'horticulture et plus de 40 000 arbres qui seront distribués ce mois-ci. Et les 5 essences d'arbres que vous pourrez retrouver dans la Lanaudière sont le bouleau jaune, l'épinette blanche, l'érable à sucre, le pin blanc et le pin rouge. C'est un mois important, donc. On va inviter les gens à visiter votre site. Merci, mesdames. C'est déjà tout. À vous à la maison. Or, on se voit la semaine prochaine.